Alors bien sûr, il y a le métavers, sujet passionnant, et puis il y a aussi cette annonce de Mark Zuckerberg d'investir des milliards et des milliards, je crois que c'est 10 milliards dans le développement de ce métavers, avec une grande partie en Europe et peut-être en France, donc on va y revenir dans un instant, mais j'aimerais, alors là, on est dans un autre univers avec vous, mon général, hein, Patrick Perrault, la gendarmerie nationale et l'IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, dans cette entité prestigieuse, vous utilisez l'intelligence artificielle? Alors, vous allez voir qu'on n'est peut-être pas totalement dans des univers différents parce qu'on s'intéresse aussi au métavers. Mais peut-être avant de vous dire le comment, le pourquoi on s'intéresse à l'intelligence artificielle, en réalité, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'elle est à la disposition des criminels. Lorsque j'ai fait ma thèse, moi, on n'avait pas autant d'outils à disposition pour créer des modèles. Aujourd'hui, les outils sont à disposition via le net et les criminels peuvent l'utiliser. Donc il faut absolument qu'on s'investisse dans ce domaine pour faire face à cette délinquance qui concerne le droit commun, comme la criminalité organisée. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de combat entre vous et les délinquants numériques, en quelque sorte, que vous menez, et qui font que vous êtes bon avec l'IA? Très concrètement, je vais prendre la classification des images dans le domaine de la pédopornographie. Il faut détecter des images pédopornographiques et l'IA nous aide largement à classer les images au mieux. Dans le domaine des deepfakes, aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. L'authentification de l'information, c'est un sujet qui concerne aussi les médias. Comment être capable d'authentifier une information? Il est très facile aujourd'hui de truquer une information. Il est beaucoup plus difficile de détecter le trucage de l'information. Donc c'est des sujets sur lesquels on se penche à la fois dans le domaine très opérationnel et dans le domaine de la recherche, parce qu'on a un certain nombre de travaux de recherche sur le domaine, sur le sujet. Alors le comment, si vous permettez. Le comment, en fait, on envisage l'intelligence artificielle non pas comme des projets informatiques, ça a été souligné également par l'un de vos intervenants tout à l'heure, mais comme un vecteur de transformation de nos processus métiers. On veut agir en proaction. On peut plus courir après la criminalité. Vous savez, l'image d'Épinal du gendarme qui court après le voleur, c'est terminé. Il faut qu'on soit en anticipation. Et l'IA anticipe mieux que l'humain, l'IA classe mieux que l'humain, l'IA détecte mieux que l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre l'humain à sa bonne place, mais il faut absolument utiliser l'IA. On parlait, je vous coupe une seule seconde, on parlait tout à l'heure de prédiction grâce à l'IA. Est-ce qu'on arrive à prédire des drames grâce à l'IA? Je dis peut-être des bêtises, mais des attentats ou des regroupements ou des événements dramatiques grâce aujourd'hui à toutes ces méthodes de calcul? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par événement dramatique. En tout cas, on arrive à prévenir, à anticiper des événements de délinquance, des cambriolages. On s'intéresse notamment aux violences intrafamiliales, comment on peut les anticiper également. On s'intéresse à nos interventions, comment être au plus près des zones où habituellement on a beaucoup d'interventions. Pourquoi? Parce qu'en fait, la délinquance, elle est ni aléatoire ni déterministe. Elle suit des séries temporelles. Et l'IA est très adaptée à tout ce qui est analyse des séries temporelles, notamment avec les réseaux de neurones récurrents qui sont adaptés à cette problématique chronologique. Donc ça ne veut pas dire que les événements les plus probables, c'est le futur, mais ça veut dire qu'on peut se préparer à de nouvelles occurrences et donc oui, on peut anticiper les faits et j'insiste là-dessus parce qu'on nous a souvent parlé de Minority Report et autres fictions de ce genre. On ne travaille en aucune façon sur les individus. On travaille sur les faits, la localisation des faits, la date des faits. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est intrusif. Et bien entendu, on est en total respect du RGPD. Tout à fait, bien évidemment. Sauf après, s'il y a des décisions de juge qui vous permettent là après de pister les gens. Mais ça, c'est autre chose. Exactement. On est dans le cadre judiciaire, sous la direction d'un magistrat. On peut s'intéresser à des individus, comme on peut les mettre sous écoute téléphonique. Là, on a des modes d'action plus intrusifs. Très bien. Antoine, un mot aussi de la responsabilité même générale de Meta concernant, voilà, vous avez des réseaux sociaux très puissants avec des milliards d'individus qui échangent des données, qui échangent des conversations, etc. On sait que l'IA est très importante chez Facebook justement pour prévenir les dérives, les commentaires, etc. C'est un morceau important quand même chez vous. Bien sûr. En fait, l'IA est utilisée partout sur la plateforme pour prévenir les utilisations malveillantes, que ce soit pour enlever les appels à la haine ou enlever les images et les médias qui ne devraient pas y être, comme certains qui ont été cités. Donc vraiment, on travaille énormément là-dessus avec une IA de pointe. Une IA qui, chez nous, est toujours faite dans une optique d'ouverture et de collaboration. C'est-à-dire que la manière dont on l'applique va être évidemment sur des données propriétaires dans le cadre du RGPD qui ne sont pas partagées. Néanmoins, les méthodes et les algorithmes qu'on développe, eux, on les partage avec la communauté. Un exemple qu'on aime beaucoup, c'est le Deepfake Detection Challenge. Ça a été mentionné par mon confrère ici.
le deepfake était une menace, ou en tout cas était quelque chose qui était craint. Pour appréhender et pour être même proactif là-dessus, on a créé entièrement un ensemble de données de deepfake pour lequel on a embauché des acteurs, on a modifié les vidéos avec des deepfakes et après on a mis à disposition cet ensemble de données. Alors derrière une identification, on va pas mettre ça à disposition de tout le monde, mais en fait on a créé une compétition là-dessus. On a permis en fait à la technologie de vraiment gagner 2 ou 3 ordres de grandeur en qualité grâce au fait de créer cette ressource. Donc c'est vraiment pour nous une approche vraiment collaborative et proactive dans le développement de ces outils. Rappelons les deepfakes, hein, c'est faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On est d'accord, pour schématiser. On est d'accord, mon général. Oui, ça. on est d'accord. Et vous allez voir que nos mondes sont proches aussi. C'est que alors les deepfakes s'intéressent au texte, à la voix, à l'image. Et on a créé, nous aussi, des corpus de bases de données à partir des réseaux génératifs adverses, parce que c'est ce qu'il y a derrière les deepfakes, pour aussi lutter contre les discriminations. Parce que quand on peut travailler sur des données artificielles, on peut faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire sur des données réelles. Typiquement, est-ce que un algorithme est défavorable à une population féminine plutôt qu'à une population masculine? Eh bien, on crée des données artificielles masculines, féminines, et puis on voit effectivement s'il y a des erreurs de performance. J'aime pas dire que les algorithmes sont discriminatoires, c'est plutôt un niveau de performance qu'on veut atteindre par rapport à l'algorithme. Et si vous permettez, je voudrais rajouter un mot. C'est dans cette vision transverse qu'on a de l'intelligence artificielle, on a construit une charte éthique, parce que là aussi c'est essentiel. Et c'est une exclusivité BFM, vous voyez. On a notre charte éthique qui est éditée et elle repose sur la notion de confiance, elle repose sur la notion de responsabilité, sur la notion de loyauté, de transparence. Mais j'ai envie de dire que c'est le début. Parce que derrière, il faut que toutes nos applications rentrent dans ce cadre-là. Et c'est là que le travail commence. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bonnes métriques sur la reconnaissance faciale. Comment est-ce qu'on est loyal? Sur l'analyse prédictive de la délinquance, comment on est en responsabilité? Sur un chatbot, comment on est en connaissance ou en loyauté? Et donc, il faut trouver... Là, il y a tout un travail également à faire pour voir comment on peut être en conformité avec cette charte. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions, mon général? Et parce que j'imagine qu'il faut que vous formiez des cybergendarmes. Oui. Et on sait que les délinquants qui sont de l'autre côté ont des moyens, parfois d'énormes moyens. Est-ce que voilà, la bataille est à armes égales, sincèrement? Alors, la gendarmerie, l'IA dépasse l'espace cyber à proprement parler, mais la gendarmerie a créé un commandement cyber tout récemment. Justement, on a déjà une compétence cyber depuis une quinzaine d'années, mais on a voulu rassembler toutes ces compétences pour là aussi être encore plus attractif vis-à-vis des jeunes qui sont en études et recruter les bonnes personnes pour faire face à cette menace qui n'est que grandissante et qui n'ira qu'en croissant. Donc oui, on se met à la hauteur des enjeux et ce commandement cyber aujourd'hui est en pleine croissance et fait face à beaucoup de développement et très en amont sur la recherche. Et bien entendu, l'IA est un des vecteurs essentiels dans ces travaux. Vous avez évoqué le métavers. On va en parler dans un instant avec vous, mais j'aimerais donner la parole quand même à Meta qui est en train de révolutionner cet univers parallèle que je disais Mark Zuckerberg a présenté il y a quelques mois de cela, avec donc beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Antoine Borde, expliquez-nous un petit peu ce que va révolutionner ce métavers et comment l'IA va être au cœur de cette révolution que votre patron a présenté il y a quelque temps de cela. Oui, alors le métavers, faut voir ça comme la suite d'Internet. Il y a eu Internet sur les ordinateurs, l'Internet mobile. Le métavers, ça va être la prochaine étape. C'est un Internet dans lequel on sera incarné avec un avatar qui peut être réaliste ou non et dans lequel on va pouvoir vivre toutes sortes d'expériences, que ce soit des expériences de divertissement, au travail, effectivement. Donc il y a énormément d'applications dans lesquelles vraiment ça va être un basculement. Mais pour moi, le métavers, c'est pas une rupture, c'est vraiment une évolution dans laquelle on va arriver progressivement et qui va s'imposer là où les usages seront vraiment mieux adaptés au métavers et de temps en temps, forcément, on ne va pas remplacer partout. Il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est de dire que le métavers ne va pas être le métavers de méta. C'est-à-dire que le métavers va être un ensemble, comme sur Internet, on a un ensemble de sites Internet et on peut naviguer dans un site Internet. Le métavers sera un ensemble d'univers, on parle de vers même, et dans lesquels, en fait, on pourra passer de l'un à l'autre. Il y en aura qui sont construits par les entreprises, d'autres par des développeurs, et on circulera là-dedans. L'IA, elle va être partout. Et moi, j'aime bien citer 2 exemples en particulier. J'ai cité les avatars, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se projeter
dans cet univers, comment est-ce qu'on va s'habiller, comment est-ce qu'on va se mouvoir là-dedans. Oui, se représenter en quelque sorte. Eh bien, en fait, c'est comme si on crée un dessin animé en 3D en temps réel pour des millions de personnes. Hein, vous voyez, maintenant les dessins animés arrivent à faire de l'animation extrêmement fine. Eh ben, on veut essayer d'arriver à faire ça pour que vous projetez dans le métavers et l'animation, quand vous vous déplacez, ça soit de la qualité, le visage, les émotions, etc. Eh bien ça, on sait le faire pour un film qui nécessite des moyens colossaux pour être produit avec des animateurs. Vous voulez faire des milliards de Pixar, des productions Exactement. Pixar pour chaque avatar, quoi, Voilà. en quelque Donc sorte. il y a énormément de recherche chez nous pour développer des avatars réalistes, des avatars cartoon, etc. Donc c'est quelque chose qui a énormément d'IA. Et un autre enjeu qui est très important pour nous dans le laboratoire, c'est le langage. Comment est-ce qu'on va communiquer dans le métavers? Le métavers peut être une opportunité énorme de découverte, d'émancipation. On rebat quand même pas mal de cartes. Dans le métavers, on peut se présenter sous la forme qu'on veut, sous la couleur de peau qu'on veut. Il y a des choses même, peut-être avec des avatars qu'on a choisis. Et donc, nous, il y a un enjeu de la langue aussi. On a envie de pouvoir permettre à n'importe qui dans le métavers de parler avec n'importe qui d'autre, quelle que soit la langue. Donc, l'objectif par-delà ça, c'est d'être capable de traduire toutes les langues. Comme ça, on arrive dans le métavers et c'est magique. On est polyglotte. Exactement. En temps réel? En temps réel. Mais là, ça serait quoi? Ça serait une voix qui traduirait ou alors ça serait des sous-titres? Non, une voix qui traduit. C'est-à-dire que je vous parle en français, mais vous m'entendez en anglais. Vous me parlez en anglais, je vous entends en français. Et là, ça y est, ça marche tout ça? Ça marchera quand on y arrivera. Donc c'est une piste de recherche, mais ça avance plus vite qu'on ne pense. Microsoft fait ça déjà dans Skype avec des traductions à la volée, mais là, ça va plus loin parce que en fait, il faut traduire, comprendre ce que dit la personne, le traduire et puis avoir une synthèse vocale qui le reproduit en quelque sorte dans la langue qu'on a voulu. Et surtout, ce qu'on veut vraiment faire, c'est le faire marcher pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des systèmes de traduction marchent bien pour 10, 20, 30 langues, en fait, qui sont les langues majoritaires sur Internet, qui sont les langues. Mais si on se décale et qu'on va en Afrique, qu'on va en Asie, etc., énormément de langages ne sont pas couverts. Général Patrick Perrault. Alors, le métavers à la gendarmerie, ça donne quoi? Oui, alors un point, et je fais confiance à Meta pour aller très vite parce que je sais la qualité de leurs équipes. Il y a plein d'opportunités positives au métavers. Nous on l'envisage dans le domaine de la formation, on l'envisage dans le domaine de l'intervention, des interventions un peu sensibles. On peut pousser les gens dans des situations sans les mettre en danger physiquement. Donc c'est un vrai plus. On peut mettre en place dans le domaine du RH une analyse des soft skills pour voir la véracité de ces savoir-faire plus que des savoir-être, plus encore que des savoir-faire. Donc il y a beaucoup d'applications positives au métavers, mais comme on voit aussi le côté obscur de la force, on s'intéresse aussi à tout ce qui dérive un peu, parce que bon, on a eu Second Life en début des années 2000, et on voit certaines dérives. Typiquement, récemment, il y a eu par les moyens haptiques, vous savez, ces moyens qui permettent d'avoir le toucher. On parlait du langage, mais c'est de reproduire un peu les 5 sens de tout à fait. de l'humain. Et le sens du toucher notamment. Voilà. Il y a eu des phénomènes d'attouchement sexuel sur des avatars. En quoi est-ce que dans un métavers, ça peut être qualifié juridiquement? Donc c'est ces questions-là qu'on se pose. Quel est l'impact dans la vie réelle? Comment réguler les métavers? Comment la gendarmerie doit être présente dans les métavers? Est-ce qu'il faut être présent pour des campagnes comme les grandes sociétés de recrutement, des campagnes d'information ou pour l'utiliser pour la formation? Et est-ce qu'il faut surveiller ces métavers? Est-ce qu'il faut qu'on soit en collaboration avec Meta, parce que Meta aurait peut-être son mot à dire aussi sur cette régulation en quelque sorte. Oui, alors en collaboration. Mais moi je crois quand même beaucoup à la régulation de Meta, elle est importante, mais c'est une régulation, je pense, technique. Il faut que les États aient une place dans cette régulation presque supra-entreprise. Et comme disait Antoine tout à l'heure, il n'y aura pas un métavers. C'est pas Meta qui va tenir tous les métavers. Non. Il y aura plusieurs métavers. Tous les métavers ne seront pas sécurisés, mais il est important qu'on en puisse sécuriser quelques-uns. Oui, Antoine. Merci. Oui, on a pris l'initiative d'annoncer un peu la direction, mais d'annoncer aussi qu'on n'allait pas être les seuls à le construire, que ça allait de toute façon arriver avec un ensemble d'acteurs. Et donc, quand on parle des règles qu'il faudra imposer, etc., ça va être fait de façon Oui, vous collégiale. défrichez le terrain pour d'autres acteurs qui seront des concurrents. Voilà, et je pense que le fait d'afficher, parce que le métavers, c'est quand même les débuts, on va avancer, le fait d'afficher où on va permet d'avoir les débats et les discussions avant, plutôt que de dire « Ah, ça aurait été bien qu'on soit au courant ». Merci beaucoup, messieurs.